Nous accueillons aujourd'hui Léon Landini, qui est le président de l'amicale Carmagnole Liberté FTP Moy, franc-tireur et partisan main-d'œuvre immigrée. De la main-d'œuvre immigrée, merci. Fils de communiste antifasciste italien, ancien officier FTP Moy à l'âge de 18 ans. Il a participé à de nombreux faits d'armes dans la guérilla urbaine, des déraillements, et également des actions. Oh, j'arrêterai là. Il a participé à de très nombreux. Voilà. Et il a été. Il est à de très nombreuses opérations militaires en pratiquant la guérilla urbaine. Parce qu'il y a une autre chose, on ne peut pas le dire, mais le seul pays en Europe qui a fait la guérilla urbaine, c'est la France. La Yougoslavie, la résistance yougoslave, très, très nettement supérieure, c'est pas comparable avec nous. Mais ils n'ont pas pratiqué la guérilla urbaine. Ils attaquaient une ville, un village. Mais il n'y avait pas de guérilla urbaine, alors qu'en France, on a pratiqué la guérilla urbaine. J'ai en bas une liste de déclarations. Charles Tillon qui dit Carmagnole Liberté, un des plus beaux fleurons, si ce n'est le plus beau fleuron de la résistance armée française. Pierre Villon qui dit les FTP ont payé très cher notre libération. Enfin, il y a toute une série de choses comme ça qui ont été dites. Mais il a fallu que je me batte pendant plus de 25 ans pour les sortir de l'ombre. 25 ans après, quand on est revenu à Lyon, personne ne savait qui nous étions. Il y a eu une étude qui a été faite par un professeur qui dit qu'un peu plus de 70% des opérations militaires à Lyon et région lyonnaise ont été faites par Carmagnole. Je viens d'écrire ces jours-ci un petit mot très gredou au musée de la Résistance de Grenoble, qui m'a envoyé une petite brochure dans lesquels il parle de ce qu'il y aura au musée, ce qu'il y a au musée. Le mot FTP-MOI n'est nulle part. Il faut savoir qu'une des plus grandes opérations militaires réalisées en France contre l'occupant, elle a été faite à Grenoble. 150 militaires qui défilaient, ils ont pratiquement tous été touchés, de nombreux morts, et tous été touchés, qu'une plaque a été apposée sur les lieux où il y a eu cette opération, et qu'un ministre s'est déplacé spécialement en hélicoptère de Paris pour venir inaugurer la plaque. C'est probablement une des seules opérations en France qui a bénéficié de ça. J'ajouterai que partout on voit des plaques, ici ont été tués, ici ont été fusillés. On croirait que de rentrer en résistance c'était pour aller se faire tuer. C'est pas vrai. Moi, on a fait une page entière, 2 pages sur France Soir en disant qu'ils étaient obsédés par la peur de la mort. C'est pas vrai. On était obsédé par la peur de parler si on était arrêté. Ça, c'était une obsession. Est-ce que tu parleras? Moi, je sais que les premiers temps que j'étais là, elle m'a dit, est-ce que tu parleras sur la torture? Je ne sais pas. Quelque temps plus tard, j'ai dit, je ne crois pas. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai dit non. Ils feront tout ce qu'ils veulent, je ne parlerai pas. Et je suis allé dans une famille, Palomares, et les 2 fils étaient à Carmagnole. J'aurais jamais dû aller dans la famille. Et il y avait des petites sœurs. Et quand j'étais arrêté, son père lui a dit, on ne peut pas rester ici, si on parle, tu te rends compte avec tes sœurs et tout. Et il a dit, Léon, il a dit qu'il ne parlera pas, il ne parlera pas. Et puis je n'ai pas parlé. Mon père et mon frère ont été arrêtés par les Italiens. Mon frère et mon père étaient italiens. Ils ont été torturés. Mon frère, on lui a fait boire 1 litre de pétrole, manger 1 kilo de sel. On lui a mis un casque, on lui a fait exploser tout le cuir chevelu. Il est resté 6 heures dans le coma. Quand il a repris connaissance, il a simulé la folie pendant plus de 4 mois. Il a été visité par des spécialistes et qui, à plusieurs reprises, et qui ont dit il est fou, il ne redeviendra plus jamais normal. Lorsque les Italiens, en septembre 1943, ils ont capitulé, mon frère était dans une grande pièce où il y avait une 40aine de personnes. Il s'est levé, il a dit les Italiens sont partis, il faut qu'on casse la porte et qu'on se sauve. Et il y a un monsieur qui se présente et qui lui dit, mais c'est un miracle. Mon frère sourit, lui dit, non professeur, c'était le professeur Renan. Il dit, vous n'avez jamais été capable de faire la différence entre un simulateur et un véritable fou. Je n'ai jamais été fou, vous le voyez. Seulement, ils ont commencé à dire, non, si on casse la porte, la guerre est finie, on sera poursuivi. Mon père, qui parlait le français comme une vache espagnole, il a dit, vous êtes tous une bande de cons, et vous crèverez tous à la déportation, mais les Landini, ils n'iront pas. Ils ont été embarqués, ils sont arrivés dans un train avec les wagons, il n'y avait que les portières au bout. Et un flic français
à chaque portière. Quand ils sont arrivés au MU, ils voulaient descendre à Saint-Raphaël, parce qu'à côté de la gare, en descendant pas derrière, où la rue porte le nom de Roger Landini maintenant, quand ils sont arrivés là, ils disent on saute, et on va chez des cousins, ma mère, Métello, Barthalucie, on va chez eux. Quand ils sont arrivés, sur le quai de la gare, il y avait des Allemands avec le fusil ou la mitraillette. Ils ont hésité, ils ont attendu. En arrivant au Muet, où je suis né, ils ont sauté par la fenêtre, ils sont partis en courant, les flics leur ont couru derrière en tirant. Quand ils sont arrivés dans la forêt, mon père court plus vite, il est arrivé dans la forêt, il se tourne, il ne voit plus son fils, et puis il voit son fils couché par terre, et il est revenu. Et mon frère m'a expliqué, il était resté des mois couché, sans bouger, il se faisait caca dessus, il se faisait pipi dessus, il fallait le nettoyer, il bavait, il y avait les mouches sur la bave, il ne se les enlevait pas. Hein, donc, il a dit, ils l'ont touché. Et ils l'ont ramené dans le train, il était parti, les flics étaient descendus, ils l'ont accompagné jusqu'à Marseille. À Marseille, la Gestapo l'a pris en charge jusqu'à Dijon. À Dijon, ils étaient parqués en attendant d'avoir un train complet. Ils ont réussi à faire le mur à Dijon. Pendant 6 jours et 6 nuits, les cheminots les ont transportés en leur donnant un peu à manger, sans savoir qui étaient les cheminots. Les cheminots lui disaient « Vous restez là, je m'en vais ». Au bout d'un moment, il y en a un qui faisait, il marchait devant, il faisait signe de rentrer dans un autre wagon, il mettait du charbon, il repartait. 6 jours et 6 nuits, ils les ont débarqués en Creuse, parce que moi, entre-temps, ils sont venus pour m'arrêter, les Italiens, j'avais pas encore 17 ans, j'avais fait mon premier déraillement à 16 ans et demi, j'avais participé à un déraillement, et on avait mis des bombes aux troupes d'occupation italiennes. On avait blessé 2 Italiens, on a mis une bombe qui n'est pas partie, sinon ça devait faire un dégât. Il y avait 178 chemises noires qui faisaient un gueuleton. Et la bombe, dans une bouteille à gaz, n'a pas explosé. Ils ont eu beaucoup de chance. Et à partir de là, l'OVRA, qui était la Gestapo italienne, s'est mise en chasse. Ils ont arrêté Oscar Marucci, qui était un des responsables des jeunesses communistes, comme mon frère, et un autre copain, Joseph Zuru. Ils sont allés chez mon copain Jean Carrara, avec qui on avait toujours été ensemble. On était gamins, on prenait des choses, des autocollants, on allait coller jusqu'à sa porte du commissariat. À la fin, mon frère, il a compris, il a dit pour faire des conneries comme ça, il y a que toi et Jeannot, ben vous arrêtez, vous allez tous nous faire mettre en prison. Et puis, bon, mais quand mon frère, un peu plus, il a commencé à me faire distribuer des tracts avec lui, à déchirer les affiches, etc. Et puis, un copain, Alex Macario, ancien des brigades internationales, est venu en disant on va faire dérailler un train entre Saint-Raphaël et Cannes du côté d'Aguet. On y est allé, on a fait dérailler un train. D'après les rapports de police, il n'y aurait pas eu de très, très gros dégâts, mais le train a déraillé tout de même, et c'était ma première participation. Ils sont venus chez Jeannot pour l'arrêter, il n'était pas là, il était chez moi. Et ils sont venus chez moi pour m'arrêter. Ma mère, quand elle a vu les carabiniers dans le jardin, elle a dit Jeannot, saute le grillage, fous le camp par derrière, parce qu'ils sont venus pour t'arrêter, ils vont t'arrêter. Jeannot a sauté. Il a fait le tour du pavillon, il est revenu passer devant. Il y avait un camion bâché. Les 2 copains dans l'obscurité ont vu passer Jeannot. Et ils savaient pertinemment qu'il venait de chez lui pour l'arrêter. Et Jeannot est passé à côté, il n'a pas vu les copains. La direction des FTP MOI a décidé, Jeannot, qui avait 18 ans et demi, ils l'ont envoyé à Nice au FTP. Mais moi, je n'avais pas encore tout à fait 17 ans. Alors, moi, je ne voulais pas partir. On m'a donné la moitié d'une boîte d'allumettes en me disant tu pars en Creuse, chez l'oncle à Gabi, Gabi c'était ma belle-sœur, tu pars là-bas, le copain du parti qui viendra te voir, il te portera la boîte d'allumettes. Je suis parti là-bas, et puis personne ne m'a porté la boîte d'allumettes. J'ai travaillé comme cultivateur chez un paysan, et puis un beau jour, j'entends qu'à Belle-Sauve, petit village de dessus, il y avait des maquisards. Je suis allé à Belle-Sauve, j'ai commencé à discuter, et Jean-Baptiste Vervial, qui était déjà un vieux, qui avait à peu près une quarantaine d'années, il m'a dit, moi tu sais, j'ai fait, pour moi c'était un vieux, j'avais 17 ans, il m'a dit, moi j'ai fait 4 mois d'école centrale du parti. Et je dis, ben moi, mon père et mon frère sont en prison dans telle et telle condition. Il m'a dit, alors tu viens avec nous. Il m'a dit, mais tu quittes pas le Monteil, tu restes au Monteil, c'est un petit village, le Monteil, en Creuse, toute sinueuse, la route, elle s'arrête au Monteil. Donc une voiture qui arrive, on l'entend de loin, ce qui a fait qu'après mon départ, tout un tas de chefs de l'état-major des FTP, venaient à la maison, Adolphe Love, enfin, ils venaient, mais moi j'étais plus, j'étais parti. Mon frère, par l'intermédiaire de Baptiste Virvial,
il a présenté à l'état-major. Mon frère était un vieux, il avait 30 ans, marié, 2 enfants. On lui a dit, eh bien, écoute Roger, toi tu es italien, si tu acceptes, tu pars à Lyon, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont besoin d'un camarade de plus expérimenté politiquement. Et tu veux y aller? Si vous me dites d'y aller, j'y vais. Et il est parti, il est allé à Lyon. Et assez rapidement, il est devenu responsable politique du mouvement. Il m'a écrit pour que j'y aille, je suis allé le rejoindre à Lyon. Voilà un petit peu le topo à toute vitesse. Mon père a été poursuivi à 3 reprises par les fascistes à coups de fusil. Il est venu en Meurthe-et-Moselle en passant la frontière en fraude. À Meurthe-et-Moselle, après la guerre de 14, ils avaient besoin, il était venu en 22, ils avaient besoin de main-d'œuvre, il a été embauché tout de suite. Seulement, il y avait de l'anti-italianisme par les Français. Et mon père est allé à la fédération du parti, il y en avait qui parlaient italien, il leur dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ben, c'est que les Français, ils trouvent qu'ils sont mal payés, vous travaillez dans des conditions inacceptables, au lieu de boiser régulièrement, vous boisez peu pour sortir, parce qu'ils étaient payés à la tonne le minerai de fer. Il a dit un jour vous allez vous faire écraser, et nous on ne peut même pas demander l'augmentation. Mon père il a dit si c'est ça, on va s'arranger. Et un soir, quand les Français sont arrivés pour entrer dans la mine, il y avait le barrage des Italiens, sciopero. Et les Français ont embrassé les Italiens. Et mon père, il m'a dit, c'est un des moments les plus émouvants de toute ma vie. Ils se sont tous mis à chanter l'international, qui en français, qui en polonais, qui en espagnol, qui en allemand. Ça a été véritablement l'international. Seulement, on l'a averti qu'il allait être envoyé en Italie. Alors, il avait des correspondances avec beaucoup de gens de son pays ou des pays aux alentours qui connaissaient, qui habitaient le Muy. Et il est parti au Muy, avec toute la famille, enfin, avec sa femme, mon frère et ma soeur. Moi, je n'étais pas né. Je suis né au Muy, ma petite soeur Mimi est née au Muy. Entre parenthèses, elle a été pendant 37 ans la secrétaire générale du groupe communiste à l'Assemblée nationale, ce qui permettait d'avoir des liens avec tous les députés, bien entendu, surtout les communistes. Et au Muy, mon frère est devenu responsable des jeunesses communistes. Et il a appris qu'il était menacé d'être envoyé en Italie. Il était venu en France à l'âge de 10 ans. Alors on a quitté le Muy et on est parti à Saint-Raphaël, 18 km. C'était pas bien loin, mais on n'était plus au Muy. Mon frère a été arrêté, il a fait 48 jours de prison pour propagande communiste. Il rentre à la maison et en 1940, décembre 1940, il est allé faire dérailler 8 wagons de marchandises allemands à la gare au triage de Fréjus-Plage qui partaient là-bas. Voilà un petit peu toute la famille. Dites-nous, Monsieur Landini, pourquoi vous êtes battu à cette époque-là et pourquoi vous vous battez encore aujourd'hui? Eh bien, je me suis battu d'abord en fonction de mon éducation. Je vivais dans une famille de militants communistes. Chez moi, on était habitué, quand on avait une épicerie dans un petit village qui s'appelle Le Muy, dans le Var, on n'était pas riche, mais une épicerie, il y a toujours de quoi manger. Et tous les illégaux qui étaient en France, recherchés par toutes les polices, on les envoyait pendant quelques jours ou plus longtemps chez Landini. Ils ne devaient pas sortir de la maison et les enfants ne devaient rien dire à personne, sinon on allait tous en prison. Et parmi les gens qui sont passés chez nous, il y a passé Togliatti, Palmiro Togliatti, qui a passé une dizaine ou 12 jours en 1937 à la maison. J'ai donc vécu dans cette ambiance. Quand mon frère a fait son premier déraillement, je voulais moi aussi faire quelque chose. Et je suis parti avec un de mes copains, Jeannot Carrara, et on faisait des étiquettes qu'on allait coller un petit peu de partout, jusqu'à y compris sur la porte du commissariat, ce qui a fini par faire beaucoup de raffus dans Saint-Raphaël. Et mon frère m'a dit, des conneries comme ça, il y a conneries qu'il les fait. Alors tu arrêtes parce que tu vas tous nous faire aller en prison. Quelques temps plus tard, il m'a dit, bon ben ce soir on va déchirer des affiches de Pétain, tu viens avec moi. Et j'ai recommencé donc à militer avec lui, avec cet esprit que depuis tout gamin, on était des communistes, on devait se battre pour le... Je me souviens d'une réflexion de mon père, il me disait, dans le pire de tous les hommes, il y a encore du bon. Il me dit, tu vois, un bandit, un assassin, il voit un gamin qui se noie, tant il plonge pour aller le sortir. Et lorsque j'étais arrêté, le matin que moi j'étais arrêté, enfin 3 jours après, ils ont fait un barrage sur la route, ils ont arrêté nos voitures, et il y avait un milicien. Ils l'ont emmené, parce que mon frère avait dit, loin des maisons, que s'il y a une poursuite par les Allemands, ils n'allaient pas attaquer des civils,
et faisaient des baraques avec des branches en pleine forêt. Et comme ils n'avaient rien d'autre, ils ont attaché le flic, le milicien, les bras à un arbre. Mon frère, désespéré, c'était lui qui avait fait venir son petit frère. 3 jours après, personne n'avait été arrêté, c'est que je n'avais pas parlé. Ils ont fait l'oraison funèbre au maquis, ils ont mis le drapeau en berne. Et mon frère était désespéré, il s'était foutu dans la baraque, là, désespéré comment je vais aller dire à mes parents maintenant que mon frère est mort. Et il entend du bruit dehors, il sort dehors, 2 de mes meilleurs copains étaient en train de foutre la raclée aux miliciens. Et mon frère est sorti, il les a insultés, il leur a dit ça, c'est ce qu'on a fait à mon frère. Et vous voulez maintenant, vous le faire, mais alors il n'y avait qu'à laisser faire les nazis, ils le faisaient, on n'avait pas besoin de ça. Et un des 2 qui frappait, bien plus tard, m'a dit, chaque fois que j'y pense, je redeviens rouge, de honte, que ton frère nous avait donné une de ces leçons de conduite formidables. Voilà comment, progressivement, je suis arrivé. Et puis j'ajouterai que j'avais de la malchance, en ce sens, chaque fois qu'il y avait quelque chose, je me trouvais embringué dedans. On faisait des patrouilles en ville, on était 8. Alors, 2 en avant, protection avant. 2 sur l'autre trottoir, alors la distance était en fonction de la foule. 2 sur l'autre trottoir d'attaque. 2 sur l'autre trottoir d'attaque et 2 protections arrière. C'est-à-dire que les 2 qui tiraient, ils étaient protégés par 6 autres. Et on peut dire que 3 fois sur 4, le Boche était sur mon trottoir. Alors, j'avais le renommé de descendre, mais... Mais vous disiez, c'était évident de se battre parce que vous étiez communiste, d'une famille communiste, mais vous vous êtes battu politiquement. C'est-à-dire vous avez pris les armes d'une certaine manière, vous avez utilisé des moyens violents, ce qui était nécessaire, mais vous avez continué après à vous battre politiquement. Mais le programme de la bataille, mais je le redirai tout à l'heure, 52 de mes camarades sont morts sous la torture, pas un seul n'a parlé, ce qui amoindrit mon propre silence lorsque je dis ça. Pas un seul n'a parlé sur la torture. Mais nous avions tous la conviction, qui s'est changée en certitude après Stalingrad, nous avions tous la conviction que nous nous battions pour changer ce monde. Nous allions faire un monde de rêve, un monde où il ferait bon vivre, où ça serait vraiment le paradis sur terre. C'est ça qui permettait de supporter l'insupportable. Nous étions tellement convaincus que notre sacrifice valait la peine parce que nous étions en train de créer ce monde. Et lorsque nous avons pris par bribes connaissance du programme du CNR, et je répète une phrase qui me paraît particulièrement importante, l'indépendance nationale, ne plus être soumis à personne, que les décisions soient prises par le peuple français. Et c'était ce que nous espérions, c'était ce que nous voulions. Et c'est ce qui nous a donné la force de nous battre jusqu'au bout. À la fin de la guerre, on est rentré chez nous, tranquillement, avec la conscience d'avoir fait notre devoir sans plus. Un copain qui était resté sur Lyon avait fait des demandes pour la médaille de la Résistance, pour mon frère et pour moi, et on l'ignorait complètement. 1 an après, il y a un autre copain, qu'on appelle Petit Paul, qui est venu avec le journal officiel en disant « Mais vous avez la médaille de la Résistance ». Quelque temps plus tard, on a reçu un document nous disant « Comme médaille de la Résistance, vous avez la possibilité d'obtenir la Légion d'honneur, vous n'avez qu'à remplir ce dossier ». Avec mon frère, on s'est regardé, mais nous, on ne s'est pas battu pour la Légion d'honneur, on s'est battu pour libérer la France. Alors, on n'a pas fait de demande. Et on a vécu comme ça. Les soucis, le travail, quand on est revenu à la maison, les Italiens avaient occupé notre maison, tout était brûlé, on a retrouvé des morceaux de buffet dans la cheminée, il ne restait plus rien, on a touché des indemnités des années après, ridicules, pas un sou, et il a fallu se remettre à travailler à la forêt. Moi, je suis resté 2 ans dans les hôpitaux après. Et quand je suis revenu, je suis allé travailler à la forêt avec mon père. Puis 25 ans après, les copains ont dit, ça fait 25 ans qu'on a créé Carmagnole, il faudrait tout de même qu'on organise quelque chose, tu es le plus capable parmi nous, organise les cérémonies. Alors, on a fait des cérémonies à Paris, à Lyon, à Grenoble, on a fait des cérémonies un petit peu partout, mais quand on est arrivé à Lyon, personne ne savait ce que c'était que les FTP Mouille. Pire, on a appris que des gens s'attribuaient les opérations que nous avions fait. Alors, là, j'ai commencé à prendre la mouche, à me battre sérieusement, et
j'ai même fait passer un démenti sur le journal de la Nacre, parce qu'il y avait un type qui avait dit qu'avec son groupe, ils avaient attaqué l'usine Bronzavia à telle date. C'était précisément une usine que nous avions fait. On avait saboté, je crois que c'était 33 moteurs d'avion sur le chose, et un ou deux moteurs prototypes, et on avait brûlé le bureau d'études où travaillaient des ingénieurs français et des ingénieurs allemands à la recherche de moteurs plus rapides, plus puissants. Et j'ai fait une lettre à ces carabinés, ils ont fait passer un démenti que c'était nous qui avions fait cette opération. Et puis par la suite, quand j'ai vu qu'on détruisait petit à petit, pendant toute une période, ils donnaient que des petites morsures. Il y avait un syndicat CGT très puissant, il y avait un parti communiste très puissant, et on ne pouvait pas y aller très fort. Mais avec 81, et où le parti communiste avait pris un coup sévère, ça a commencé à mordre de plus en plus fort, et la destruction du programme a été de plus en plus puissante, et en ce moment, il ne reste plus que des bribes. D'ailleurs, dans le film, je crois que vous l'avez vu, le film, lorsque le Copé est interviewé, dit oui, il y en a des gens qui en France se battent pour comment ne pas payer une boîte de Doliprane. C'est quand même offensant, non? Alors qu'à la Libération, la France sortait de 4 années d'occupation, l'Europe avait beaucoup souffert, et que on a redonné les 40 heures, on a presque doublé des salaires, on a donné la sécurité sociale gratuite. Oui, on a trouvé les moyens de mettre en place ce programme des jours heureux. Aujourd'hui... Alors là, je veux attirer votre attention. Parce que c'est important, c'est un fait historique qui est souvent effacé et négligé. Entre 2 années où les communistes sont restés au pouvoir, le programme du CNR a été appliqué quasi exclusivement par les ministres communistes. J'ai posé la question en disant, quel autre ministre, excepté les communistes, a fait quelque chose pour l'application du programme du CNR, n'a jamais pu me le dire. Donc, je crois que seuls les ministres communistes ont participé à l'instauration. Et il est vrai qu'il a été difficile de s'y en prendre. Il faut savoir que Renault, il y avait 35 000 ouvriers à Boulogne-Billancourt, et que, mon Dieu, lorsque les Renault débrayaient, on disait à l'époque que lorsque Renault tousse, la France est grippée. Toutes les usines dans Paris fermaient, donc il était impossible de faire ce que a été dit par la suite, détruire cette espèce de compromis communiste-socialiste. Donc ils ont été obligés d'aller plus doucement. Mais depuis, ça s'accélère. Le reniement des dirigeants communistes, parce que je ne peux pas employer d'autres termes, les reniements de la CGT. On va discuter comment on peut faire baisser la participation. Moi, je refuserais. Moi, je dirais, moi, si je viens, c'est comment on les augmente, pas comment on les baisse. Alors, voilà un petit peu les raisons. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, là où on en est? Aujourd'hui, je crois que ça a été dit tout à l'heure, il faut rechercher l'unité, ça a été dit avec beaucoup d'insistance. Il faut rechercher d'abord, convaincre les gens que la solution, c'est la sortie de l'Union européenne et de l'euro. On peut aller au FMI, on peut aller... alors, on m'a dit, oui, mais si on sort de l'Union européenne et de l'euro, on sera tout seul, et les financiers internationaux nous mettront en genoux. Alors moi, je réponds en souriant, je dis, parce que si la France sort de l'euro, il y aura encore un euro. Il y aura encore une Union européenne. Alors, soyons sérieux. Ça sera une levée de bouclier dans tous les pays soumis, ce qui provoquera une réaction très importante, revendicative partout. On attend que la France donne l'exemple, bien sûr. Moi, j'ai des cousins italiens, il me dit alors, qu'est-ce que vous attendez pour qu'on fasse pareil? Donc, ils attendent que la France fasse ça. Mais il est vrai également que depuis maintenant plus de 30 ans, rien n'a été fait pour la formation idéologique des gens. Tous les médias, si vous permettez un mot d'humour, lorsqu'il s'est agi, et je le redirai sans doute tout à l'heure, lorsqu'il s'est agi de voter pour Maastricht, il y avait des grands panneaux partout. Sur la même estrade, on a vu la droite et la soi-disant gauche défendre Maastricht. Et avec Maastricht, il n'y aura plus de chômage, avec Maastricht, il n'y aura plus de ça. Avec Maastricht, il y aura une monnaie unique qui s'appelle l'écu, qui nous permettra d'aller de partout.
Et moi, avec mon esprit grivois et provençal, je disais, ah ça, je suis d'accord, vive les culs. Et Maastricht a obtenu 580 000 voix, de plus de oui que de non. Quelques années ont passé, et l'essai de cette Europe s'est fait tout de même dans la nation française. Mais convaincus qu'avec un autre bourrage de crâne, on ferait passer la Constitution, ils ont présenté la Constitution. La Constitution, il y a eu 2 640 000 voix, si je ne me trompe pas, je les chiffre en bas. 2 640 000 voix de plus de non que de oui. Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus aucune raison, si on était dans un pays respectant la démocratie, si on était dans un pays tel que celui-là, il n'y a plus de raison qu'on continue à être participant. Sarkozy est arrivé, il a fait une campagne avec l'aide de toute la social-démocratie, n'est-ce pas? Et ils ont voté, ils ont réuni à Versailles, ils ont voté le traité de Lisbonne, qui était le frère aîné ou la sœur aînée de notre Constitution. J'ajouterai que lorsque les gens ont voté non à la Constitution, moi je dis que ce n'est pas vrai. Les Français n'ont pas voté non à la Constitution pour une raison bien simple, qu'ils ne l'ont pas lue. Il n'y a qu'à demander aux gens qui a lu la Constitution, on en trouve 1 sur 10 000 qui a lu la Constitution. Alors pourquoi ont-ils voté non? C'était les quelques années que s'étaient écoulées, et voyant où cette Union européenne nous a menés, qu'ils n'en voulaient plus, les Français. Ils voulaient reprendre leur indépendance. Et honteusement, on s'est assis sur 15 600 000 voix, on s'est assis dessus, et on nous a obligés de rentrer dans l'Union européenne. Alors, je le redirai tout à l'heure, je dirais que moi je ne suis pas croyant, mais que si dans un éventuel au-delà, je devais rencontrer un de mes camarades mort sous la torture, et qui me regarde droit dans les yeux en me disant « Qu'est-ce que tu as fait pour maintenir ce que nous vous avons laissé? Si je ne faisais plus rien, j'aurais honte. » Alors j'ai 88 ans, et bien, je continue, je pense que tant que j'ai un peu de force, je le ferai, il n'y a qu'à voir la liste des villes où je compte passer, si la santé me le permet, justement pour expliquer que l'élément essentiel, c'était l'indépendance. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué, mais enfin ça il faut y revenir un peu plus longuement, j'espère que je pourrai le faire tout à l'heure, ce qui a provoqué certains débats, que ça a traîné pendant des mois, le vote du programme du Conseil national de la résistance. Les communistes disaient, le programme ne peut être appliqué que dans un pays libéré, libéré par nous-mêmes. Si on ne se bat pas pour la libération, on ne pourra pas faire appliquer un programme. Alors, d'abord, voyons comment on se bat, alors que vous savez pertinemment que les directives venant de Londres, c'était, vous attendez le jour J et leur hache pour vous battre. Cachez les armes et attendez, on vous le dira. Et les communistes disaient, ça ne peut pas se passer comme ça. Et il y a eu bataille, et puis un beau jour, mais je le raconterai plus en détail tout à l'heure, un beau jour, on a dit, on ne peut plus, il faut absolument qu'un programme, voter n'importe quoi un programme. Et le programme qui est arrivé à ce moment-là, c'était celui qu'a présenté Pierre Villon, et qui avait été revu par Jacques Duclos et Benoît Frachon. Et à l'unanimité des gens qui venaient de l'extrême droite, parce que le colonel Rémy, qui est venu demander le secours du Parti communiste français, c'était un ancien fréquenté des Croix de Feu. Donc, c'est avec ces gens-là, quand on dit « oui, mais on peut s'entendre avec tout le monde », suivant les circonstances, dans la mesure où on est, et de loin, les plus forts. Absolument. Parce que sinon, ils ne se plieront jamais. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, non? Merci, merci.